On va démarrer les causeries. N'hésitez pas, hein, je le répète, venez boire un petit café avec nous, un petit thé ou un petit sirop de sureau. Ça, c'est un des membres du CAUE qui l'a préparé. Venez boire un petit coup avec nous. On vous l'offre évidemment, c'est le CAUE qui vous l'offre pour une petite causerie autour de rêves de paysages. Et je suis en compagnie d'invités à nouveau passionnés, experts que vous allez pouvoir découvrir. Je suis avec Carls, qui est artiste, peintre, performeur, dont vous allez découvrir l'univers si vous ne le connaissez pas encore. Et puis Étienne Pagnin, qui est paysagiste, et Noël Le Forestier, qui est maire de Pirou. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Mais je me tourne vers vous d'abord. Carls, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je dirais qu'avec vous, la boucle est un peu bouclée parce que Guillaume Garde, qui est le propriétaire du château de Carneville, était là pour ouvrir ses causeries. Et puis, eh bien, vous, le performeur qui avait lancé finalement les travaux du château de Carneville. Vous êtes avec nous. Normalement, le micro fonctionne. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience incroyable que vous avez offert au public et au château de Carneville? Alors, dans un premier temps, le château de Carneville, c'était un projet important pour moi parce que c'était ma 30e performance publique en France et à l'étranger. Et c'était surtout une performance qui réunissait plusieurs aspects intéressants pour moi dans la mesure où c'était le plus grand que j'ai jamais fait à ce jour, puisque j'ai peint une surface qui fait 12 mètres de haut sur 6 mètres 50 de large. Alors votre tableau, il fait 12 mètres de haut sur 6 mètres 50 de large. Ouais, et le côté humain était... on connaît le projet du château de Carneville, qui est un projet profondément humain, et également dans ma performance du 18 mai dernier, ça va faire un mois dans 2 ou 3 jours là, était également un projet humain dans la mesure où seul, j'aurais jamais pu peindre cette grande toile de 12 mètres de haut sur 6 mètres 50 de large, puisque il me fallait un pilote. J'étais juché sur une nacelle, et la nacelle je pouvais pas la piloter tout seul, donc j'avais un homme on était équipés d'un micro tous les deux, et sur mes directives il m'a emmené virevolter sur cette grande toile de 12 mètres de haut. Car je vais vous raconter une anecdote parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait assisté à votre performance du 18 mai, et je lui ai expliqué un petit peu que il y avait cette personne qui vous dirigeait sur cette grue ou cette plateforme, et il était persuadé que c'était un duo. Il était persuadé qu'il travaillait avec vous et que c'était même plutôt lui qui vous pilotait. En fait, vous vous êtes rencontrés le jour même, quelques minutes avant. Je l'avais vu quelques jours avant, mais on n'avait pas préparé en tout cas l'intervention, puisque la nacelle est arrivée au château de Carneville 2 jours avant que je peigne. Et donc le pilote a eu quelques heures pour faire des essais, et moi je suis arrivé de Paris, parce que je vis et travaille à Paris, et je suis arrivé à Carneville 1 ou 2 jours avant. Et puis on a fait un essai la veille, lorsque j'ai fait le fond de la toile, mais le jour J, il y avait 600 personnes dans le public, c'était un one shot quoi, donc c'était assez magique parce que la sauce a pris toute seule. Ça s'est vraiment bien passé. Alors là, on peut voir votre œuvre sur le château de Carneville. On peut aussi voir sur votre site des photos et une vidéo qui rendent compte de votre création. Moi, j'ai regardé des images de vos performances. Alors il y a quelque chose d'incroyable, c'est que d'abord, on a l'impression que vous êtes possédé. J'ai l'impression que vous faites du kung-fu. Vous avez une jambe qui se lève, un bras qui va dans l'autre sens. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'aïkido, il est peintre à la fois, il fait tout ça à la fois. C'est assez incroyable de vous voir peindre sur une toile de plus de 12 mètres de haut, et en même temps, vous êtes en suspension sur cette nacelle. Même parfois, je me dis, mais il va passer par-dessus. Alors, en fait, j'ai pas le temps de réfléchir à mon esthétique corporelle. Disons que j'ai un travail à faire. J'ai peint cette toile en 1h20, 1h25. Donc forcément, je saute, je cours. Enfin là, sur le coup, sur la nacelle, je ne courais pas, mais je fais pas attention à moi, quoi. J'ai un travail à faire, je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'ai un équilibre à construire, et je voudrais vraiment... ma présence aujourd'hui ici, elle est... Déjà, je vous remercie de m'avoir invité, parce que de prime abord, on n'imagine pas qu'un artiste abstrait puisse s'inspirer de paysages ou d'environnement pour créer son œuvre, alors que justement là, on est vraiment en plein dedans. L'inspiration, notamment au château de Carneville, elle m'a été guidée par non seulement le château, mais les jardins et les parcs qui environnent le château. On connaît, certains d'entre vous connaissent peut-être le château de Carneville, mais
C'est extrêmement prenant. Le château lui-même, qui est un monument qui a 264 ans, quand vous vous dressez devant un monument de 264 ans, qui fait 12 mètres de haut, alors moi la surface, j'ai peint 6 mètres 50 de large, mais quand vous vous dressez devant une masse d'âmes, ce sont 264 ans d'âmes qui m'ont fait face et auxquelles j'ai fait face. Donc ça nécessite beaucoup d'humilité et puis beaucoup d'inspiration, notamment de ce qui fait le château, pas seulement cette masse de pierre, mais ce qui l'environne. Mais alors justement, j'aimerais plonger un petit peu en coulisses avec vous de la création artistique. Vous êtes venu préalablement vous inspirer des lieux, et comment ça fonctionne? Comment vous inspirez pour pouvoir ensuite créer quelque chose qui soit en relation avec ces âmes que vous évoquez? Alors, pour illustrer ça, pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple qui a fait date dans l'histoire de l'art. D'abord l'art asiatique, on remonte au XVe siècle avec Seishu Toyo qui s'inspirait profondément de la nature pour créer son œuvre calligraphique. Et puis, plus proche de nous, d'un point de vue contemporain, on a Fabienne Verdier. Fabienne Verdier, il faut rappeler que c'est la seule, en tout cas à ce jour, c'est la première femme à avoir reçu une bourse pour étudier à Chongqing en Chine en 1982. Et pour répondre à votre question plus précisément, Fabienne Verdier, lorsqu'elle a rencontré son maître qui lui a enseigné l'art calligraphique, elle est allée déposer chaque matin des rouleaux de calligraphie qu'elle faisait la nuit dans sa petite chambre d'étudiante à Chongqing, et il refusait toujours d'accéder à sa demande. Et un jour, il est venu la voir et il lui a dit « Tu veux apprendre à peindre? Alors suis-moi ». Et elle a passé 8 mois sans toucher un pinceau. Et il lui a dit, et c'est là le point d'orgue de l'inspiration du paysage, de l'environnement pour créer une œuvre aussi abstraite qu'elle soit, c'est que le maître lui a dit: tu veux peindre l'arbre, comprends l'arbre, endure sa souffrance, observe-le, regarde ce qu'il a vécu, regarde pourquoi il est penché au bord de la mer, ce qu'il a pris comme vent, ce qu'il a souffert pour être toujours là. Donc la contemplation est primordiale dans la préparation de la réalisation d'une œuvre comme celle-là. Et la contemplation, et vous me disiez également, je crois, l'oubli. C'est-à-dire qu'on contemple, on s'imprègne très fortement, de façon très puissante, mais après on oublie. Et ça infuse en soi. Oui, moi je travaille comme ça depuis toujours. C'était, encore une fois, je l'ai dit, c'était ma 30e performance sur des thématiques un petit peu différentes. Aujourd'hui, on était sur le château de Carneville il y a un mois. J'ai déambulé dans les jardins, dans le château. Je l'ai touché, je l'ai caressé, je lui ai parlé. Et puis 15 jours, 3 semaines avant de peindre, j'ai arrêté de visionner, j'ai arrêté d'écouter, j'ai arrêté de regarder pour digérer, oublier des choses que finalement le jour J, j'ai finalement retranscrit ce que j'avais gardé en moi et c'est nécessaire cette période d'oubli finalement. Et alors moi c'est toujours en visualisant, et je vous invite tous, toutes les personnes ici qui sont à ces rencontres du patrimoine et qui nous écoutent et qui nous entendent, à aller sur le site de Karls, K-A-R-L-S, parce que c'est vraiment très impressionnant cette performance. Et comment ça fonctionne? Dans quel état vous êtes? J'en reviens à cet état qui est vraiment très impressionnant. Voilà, le geste, la volonté, le choix de la couleur, ça c'est quelque chose qui vous traverse à ce moment-là? Alors je précise que sur mon site karls.live, vous verrez des photos, mais le film n'est pas encore sorti. Ah oui, alors le film va sortir entre le 24 et le 30 juin. Je vais recevoir le film qui est en cours de montage actuellement. Pour ce qui est des couleurs, alors là encore c'est très important en fonction de l'imprégnation du paysage et de l'environnement. Puisque j'ai choisi mes couleurs en fonction de l'historique du château. On sait que le château a été construit en 1755. En 1755, la couleur qui règne, c'est le bleu. Le bleu est une couleur majeure au XVIIIe siècle. Il faut savoir que le bleu est une couleur qui a beaucoup souffert de la sociologie et des religions, puisque le bleu n'est apparu finalement dans les vêtements et dans les tentures de rideaux, etc. Il n'est apparu qu'au XIIe siècle. Le bleu n'existe que très peu avant le XIIe siècle, pour des raisons d'argent, puisque le bleu vient d'abord d'une plante qui s'appelle la guède, et ensuite de l'indigotier. L'indigotier qu'il fallait aller chercher aux Antilles, etc. Et ça coûtait une fortune pour le faire venir. Il faut savoir aussi que les couleurs, je ne parle pas que du bleu, mais les couleurs dans leur globalité, étaient considérées pendant des siècles, notamment par l'église cistercienne, comme quelque chose qui couvrait le blanc immaculé. La couleur était bannie parce qu'elle était source
c'était le diable finalement. On couvrait le blanc. Donc, mais c'est ce que j'ai dit le jour où j'ai peint à Carneville, c'est que Carneville, ce sont 2 siècles et demi de couleurs, ce sont des âmes, ce sont des personnes qui ont construit, habité et qui travaillent encore pour la résurrection du château. Donc j'avais choisi mes couleurs avec un fond globalement bleu. Ouais. Mais quand on regarde l'aspect calligraphique au cœur de la toile, il y a toutes les couleurs, il y a du violet, il y a du vert, il y a du jaune, il y a un peu de tout. Vous parlez de calligraphie, alors justement, lorsqu'on regarde votre travail, et c'est très amusant ce que vous dites, qu'il n'y ait pas de film de cette représentation, parce que les photos m'ont donné l'impression de voir un film tellement il y a de mouvement. C'est très étonnant. Bon, après, il y a d'autres des reportages effectivement qu'on peut trouver sur Internet, mais ce que j'aime aussi dans votre travail, c'est qu'on a l'impression que vous inventez, que vous créez une écriture. Parfois, j'ai l'impression de voir alors je sais pas, des lettres, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de la calligraphie et une écriture, votre écriture. Oui, de toute façon, l'art a toujours été une forme d'écriture, mais encore plus là, dans ma façon de travailler. Et je dois rendre hommage à Georges Mathieu, qui avant moi peignait en public. Il a peint à mon goût, pas assez. En fait, Georges Mathieu disait qu'il voulait peindre pour le plus grand nombre et peindre pour le plus grand nombre encore, mais il n'a jamais peint quasiment que dans le sérail artistique, c'est-à-dire dans les galeries, les musées, etc. Moi, mon positionnement, si j'en suis à c'est la 30e performance aujourd'hui, c'est que j'estime vouloir peindre pour tous les publics, et non pas seulement les publics artistiques. J'ai reçu un témoignage d'un vieux monsieur, après ma performance de Carneville. Il était dans les jardins du château, et il m'a écrit un long mail qu'il a transféré à l'association du château, des amis du château, où il explique que de prime abord, il déteste l'art abstrait. Comme beaucoup de gens, on a beau être en 2019, aujourd'hui l'art abstrait ne fait pas recette. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait peu ce qu'il y a derrière, et on sait peu la préparation d'une œuvre abstraite. Et ce monsieur m'explique que finalement, il arrive à adhérer à l'art abstrait parce que il me dit dans le mail, je lui ai fait changer d'avis sur ses conceptions classiques et pragmatiques. Justement, j'ai des extraits, en tout cas j'ai même l'intégralité de ce mail, et je vais vous en lire quelques extraits parce que effectivement c'est bluffant. Créer l'alchimie qui transforme un banal échafaudage en vortex émotionnel, n'est-ce pas là l'essence de l'art? Bravo maestro, vous avez bluffé mon esprit trop critique sur l'abstrait contemporain. Fervent adepte du classique figuratif, votre superbe prestation a interpellé ma perception de ce que peut exprimer la pureté du talent et renverser de votre aérienne chorégraphie picturale mes ridicules principes surannés. Si ça, c'est pas un magnifique témoignage, que dire de plus? Je peux mourir maintenant. Non mais, c'est intéressant d'avoir ce genre de plus que la satisfaction de lire ce genre de commentaires. Évidemment, c'est plaisant, mais c'est en tant qu'artiste, c'est vraiment une micro-victoire. C'est-à-dire qu'on l'emporte sur le fait que les certitudes sur l'art classique, etc., peuvent finalement tomber. Peuvent s'estomper en voyant une œuvre se faire. Parce que ce qui m'arrive bien souvent dans ce genre de cas, il y a un homme j'ai fait une performance au Club Haussmann à Paris en 2016, une toile de 5 mètres par 2 qui a été vendue aux enchères juste à l'issue de la prestation. Petite toile pour vous finalement. Ouais, 5 mètres. Parce que je rappelle 12 mètres sur 6. Et celui qui l'a acheté, et ça c'était très intéressant, celui qui l'a acheté est venu me voir en me disant: je n'aurais certainement pas acheté cette toile si je l'avais vue déjà terminée. Mais le fait qu'il l'ait vu se construire, vu se faire, ça a ajouté quelque chose à son envie. Alors, là, ça m'étonne pas du tout, effectivement, et j'invite à nouveau toutes les personnes à aller sur le site de Carls. Vraiment, c'est très impressionnant. Peut-être pour poursuivre avec nos autres invités, la discussion, vous allez voir, il y a des liens dans tout ce que vous dites, parce qu'on est également en compagnie d'Étienne Pagnien et Noël Le Forestier, qui sont à la fois paysagistes. Alors tout d'abord, paysagiste pour Étienne Pagnien, je le disais, et Noël Le Forestier, maire de Pirou. Je crois que ça peut vous parler, Noël Le Forestier, parce que là, aller contre les idées reçues, aller contre toutes les attentes, surprendre le public, surprendre les citoyens, parce que vous êtes maire, c'est quelque chose qui vous parle. Et exprimez-nous un petit peu et parlez-nous un petit peu du projet de Pirou. Voilà. Donc Pirou, c'est une petite commune rurale littorale de la côte ouest de la Manche, 1500 habitants l'hiver.
environ 6-7 000 l'été. Et nous avons un point commun avec Carneville, nous avons un château, mais un château médiéval du XIIe siècle, hein, et qui, justement, dans notre projet, intervient. Nous avons 6 km de plage, 300 hectares de forêt, mais nous avons une commune où les villages sont assez dispersés. Et le pont, c'est le village administratif, il est au cœur de la commune, hein, et nous avons à côté un grand espace de 5 hectares et où coule une petite rivière, hein. C'est la terminaison d'un ancien lac qui a été asséché au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et c'est en lien avec le château. Et donc cet espace-là, dans mon premier mandat, je voulais justement l'aménager. Tout le monde me disait non, ça n'est pas possible, il y a une partie qui est en zone humide, donc non, vous ne pouvez rien faire. Il y a eu un petit peu un vent debout contre vous, voilà, en vous disant non, mais parce que c'était un espace inoccupé. Voilà, il était comme ça, il vivait sa vie et puis c'est ça. Et en plus, absolument pas mis en valeur. Non, et il est agréable parce que c'est une forme de cuvette et on peut le voir de tous les côtés, quoi. Et là, donc, j'ai rencontré le CAUE, hein, et je ne leur dirai jamais assez merci, parce que grâce à eux, mon projet va se réaliser. Hein. Alors, et grâce au CAUE, donc, ils m'ont aidé à lancer un appel d'offres. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Hein. Ceux que nous avons choisis, ils sont formidables. Hein. C'est un groupement. Ils s'appellent, donc on les a appelés le jargon des oies. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il y a Novascape, hein, c'est Thibaut Guezet, l'atelier des deux cyclopes dont fait partie Étienne Pagnan, et l'atelier du Précaré, où il y a Marc Vatinel qui est intervenu tout à l'heure, hein, et qui est là. Hein. Et qui est là dans le public. Donc, c'est des gens vraiment qui ont totalement adhéré à notre projet. On a des discussions, on rencontre aussi les gens, hein, et notre projet évolue. Là, ça fait à peine un an et nous avons déjà des réalisations positives vraiment sur le terrain. Alors on va voir avec Étienne Pagnan si vous voulez bien. Étienne Pagnan, vous êtes donc, je le disais, paysagiste. Vous vous retrouvez évidemment dans la définition de Marc Vatinel de jardiniste, hein, l'alliance entre le jardinier et l'artiste. C'est pour ça que vous êtes aussi à cette table ronde avec Carls. Cette notion de lien, ça aussi c'est très important, je crois, dans votre travail. Créer le lien entre un village qui est préexistant et puis de l'autre côté, un lieu, un espace qui était un petit peu oublié, voire abandonné. Et vous créez des passerelles. Comment ça fonctionne? Comment vous avez travaillé sur ce projet, Étienne Pagnan? Oui, alors le lieu est assez atypique. En fait, c'est ce qu'on appelle anciennement les communs, donc qui sont des endroits qui étaient des lieux de partage et qui sont, avec l'évolution des sociétés, sont devenus des endroits un peu vides, un peu d'évitement. Revenez sur cette notion de commun, ça c'est intéressant. Précisez un petit peu, c'était des espaces où on se retrouvait, on pouvait amener des animaux sur ces espaces-là, on pouvait manger tous ensemble sur ces espaces-là. C'est ce genre de lieu qui existait déjà. Hein, voilà, et qui étaient très centraux et justement maintenant que l'usage a disparu, on se retrouve avec des espaces centraux désertés et tout le projet était de retrouver cet endroit de partage au cœur de la commune et trouver le moyen pour que les gens aient un prétexte en fait à se retrouver à nouveau au centre et à partager des choses plus contemporaines, mais de réinterpréter cet espace-là au centre de la commune. Carls, justement, là, dans ce qu'on entend, cette notion de lien, vous, la première question que j'ai envie de vous poser par rapport au public qui est présent, parce que vous peignez devant un public, est-ce que c'est porteur? Est-ce que vous sentez une certaine énergie de ce public? Oui, non seulement c'est porteur, mais c'est essentiel, et c'est pour ça que je le fais, parce que... alors j'ai entendu de ci, de là il y a quelques années, mais ça me passe là, que je peignais en public pour me mettre en avant, mais il faut bien comprendre que la peinture en public ne ressemble en rien à la peinture d'atelier. J'ai un atelier que je loue à l'année, où je fais des toiles beaucoup plus conventionnelles pour des expositions, etc. Mais la peinture en public a ceci de troublant, que c'est comme si le public peignait avec moi la toile. C'est-à-dire que il y a un sociologue allemand qui nous est contemporain, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit un livre qui s'appelle La Résonance, qui est une sociologie de la relation au monde. Et il explique très bien dans son livre que l'homme, avant même d'avoir maîtrisé la parole, fonctionnait en résonance avec son environnement, en résonance avec la nature, le paysage,
et les hommes qui l'entouraient. Et donc, il y a une forme de force magnétique qui se trouve dans mon dos, parce qu'il faut savoir que, à contrario d'un chanteur ou d'un acteur de théâtre, quand je peins en public, le public est dans mon dos. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a comme une force qui fait que une peinture en public ne se rate jamais. Oui. Parce qu'en atelier, je rate beaucoup. Ouais. C'est ce que vous vous Il exprimez. faut pas se effectivement. leurrer, il faut pas se leurrer. Les artistes en atelier ratent, détruisent. Ah, vous détruisez. c'est Moi ça. je détruis des toiles à coups de pied, je rate beaucoup, mais comme tout le monde, tous les artistes ratent. Le jour où vous avez la prétention de dire je vais réussir ma toile du premier coup, non, et en public ça ne m'est jamais arrivé. Il y a toujours une espèce de force, de contact humain qui fait qu'on est poussé pour... Ouais, j'ai jamais un trait vous a dit non, 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 Si. si, ça peut arriver quand même. Alors je vais être honnête avec vous, plus le format est grand, Ouais. plus c'est facile. Dans la mesure où vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous pouvez avoir le droit à l'erreur. Ah oui. Sur un tout petit format, si je peins une toile comme celle-là, le trait il doit être réussi du premier coup parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Si dans la structure que représente le plan, qui est la toile, un trait raté, c'est un Ouais, là, trait c'est- définitivement raté. Alors sur une grande toile, à un très grand format, on peut se rattraper Ouais, c'est ça. et repartir sur autre chose. Et repartir. Comment est née cette envie de peindre devant un public? Est-ce que ça a été un appel? Est-ce que c'était une opportunité qui s'est présentée? Oui, j'ai pas eu. Ça a été. Alors je crois pas au hasard, mais j'ai pas décidé du jour au lendemain de dire tiens, allez, je vais aller peindre en public. Il y a eu. Je me souviens plus, la première c'était en 2010. C'était en octobre 2010. J'avais peint une toile de 5 mètres par 2 dans un endroit assez. Et là, je reviens là-dessus. J'avais peint dans un endroit dont je ne suis pas gêné, dont je n'ai pas honte. J'avais peint dans un marché où on vendait du camembert et des pommes. Et j'avais trouvé sympa que l'administrateur du marché fasse appel à moi pour peindre une toile de 5 mètres par 2 en plein milieu d'un marché. C'était, et puis bah, il y a eu des photos, des films, et ainsi de suite. Et plus il y a d'éléments, plus il y a de photos, plus il y a de films, et bah, plus on vous appelle pour peindre Oui, c'est ça. en public. Aujourd'hui, 30e performance. C'était la 30e à Carneville. À Carneville, on le souligne quand même. Madame le maire, je crois que cette notion de résonance évoquée par Carls, ça vous parle parce que Oui. ça, c'était très très important pour vous. Parce que, finalement, ce que vous souhaitiez, vous, c'était de recréer du lien dans Pirou. Tout à fait, tout à fait. Et justement, le bureau avec lequel je travaille, il y a aussi de la résonance chez eux, il y a des propositions. Hein, et au départ, il a fallu aussi créer l'événement. Parce que qui dit projet, dit besoin d'argent. Et donc, nous avions besoin de subventions, nous. Hein, et pour toucher, par exemple, la région, hein, nous avons réussi à la toucher. Le bureau d'études a eu une idée géniale. Au niveau du château de Pirou, il y a une légende qui s'appelle la légende des oies. Et à partir du symbole des oies, il y a eu des créations d'oies, hein, avec du bois et des becs en zinc, partout sur la commune, qui suivaient justement le chemin de l'eau. C'était pas fait n'importe comment. Et alors, on n'avait pas communiqué au départ, volontairement. Et tous les habitants et les gens qui passaient se demandaient ce que c'était. Donc, on les a laissés quelques jours rechercher. Et après, nous leur avons expliqué ce que c'était. Et tout le monde a trouvé ça vraiment génial. Hein. Ça a été la première Ça a été action. une première hein. action La première de sensibilisation à votre voilà. projet, quoi. Oui, oui, oui. Et vraiment, là, le bureau d'études, c'est pareil. Hein. Ils ont vraiment été formidables. Et après, ils ont créé plusieurs éléments en bois, dont des grandes tables, pour faire des rencontres. Hein. Et quelque chose qui est intéressant, comme c'est un terrain qui est en forme de cuvette, hein, eh bien, à peu près au centre, hein, il y a une grande estrade. Et lorsqu'on est sur l'estrade, on a une vue à 360 degrés tout autour de notre projet de 5 hectares. Si on regarde vers le nord, on a la mairie et le petit village où toutes les maisons sont alignées comme dans un ancien port. Et d'ailleurs, en patois piroué, on dit le phare. Et on ne sait pas si c'était pas un ancien port au bord du canal et du lac. Hein. Après, à l'est, vous avez tout ce qui est l'école, hein, le centre de loisirs. Au sud, vous avez le château. Hein, et là, il va y avoir une ouverture dans un grand mur en pierre, puisqu'il y a le sentier qui passe, et on va déboucher sur le château. Et on va se tourner vers Étienne et Pagnien. c'est parce que je n'ai pas dit l'ouest. Et l'ouest, c'est Oui. aussi un projet très important du bureau d'études. Nous allons vers les marais et la mer. Ouais. Et là, la vue est totalement différente. Oui, c'est ça. C'est Voilà. ça, Étienne Pagnien. Là. Voilà. C'est un projet vraiment
multiples facettes sur lesquelles vous travaillez et qui créent des passerelles et des liens vraiment sur différents endroits. Et comment vous faites et comment on peut plonger avec vous dans votre travail et votre conception? Parce que là, on l'a entendu, hein, au début, il y avait un petit peu de réticence. Vous avez mené ces petites actions sporadiques, discrètes, et puis je crois que vous avez maintenant, le public vous suit. Hein. Oui. Bah, l'idée, c'était d'initier un récit, en fait. On s'est dit qu'il n'y avait pas de projet tiens, sans justement, récit. Étienne Pagnien, racontez-nous cette légende, allez, qu'on la partage ensemble, cette légende. Oui, alors des oies. je la raconte pas très bien, mais la légende est que le château a été assiégé et que lorsque les assiégeants sont rentrés à l'intérieur de l'enceinte, il n'y avait plus personne et juste un vol d'oies qui s'est envolé. Et donc, apparemment, il y avait un grimoire avec la formule magique, hein, comme dans toutes les histoires. Et ce grimoire-là a été perdu après l'assaut. Et donc, les oies ne sont pas revenues et les personnes ne se sont pas retransformées. Ils sont restés en oie, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Ouais. Et des années après, des gens venaient faire des nids au pied de la muraille en espérant que les oies reviennent. Ouais. Et d'où l'histoire du retour des oies. Voilà. Et donc ça, c'était le prétexte et le début du récit. L'idée, c'était de refédérer les gens de la commune autour de cette histoire-là, plus ou moins oubliée, et de créer une sorte de groupe et d'histoire commune et de démarrer quelque chose autour de ça. Et alors du coup, quelle forme ça prend? Quels sont vos premiers gestes d'architecture, de paysagiste, pour redonner du sens à ce lieu qui, je le répète, était laissé un petit peu à l'abandon et voire même oublié des propres habitants de Pirou? Oui, bah les premiers gestes étaient assez simples en fait. On a démarré simple, puisque l'idée c'était d'emmener avec nous notamment les services techniques de la commune. Donc il fallait pas démarrer trop fort. Ouais. Donc on a fait connaissance. C'était très important en fait ce temps-là fallait pas qu'on se jauge parce que c'était pas du tout sur ce rapport-là, mais qu'on compare nos pratiques déjà. Qu'est-ce que c'était que le jardinage? C'était quoi leur machine? C'était quoi nos outils? Comment on envisageait le travail qui allait être un travail commun. Et le but, et là au bout d'un an, c'était de rentrer ensemble dans cette parcelle-là. Et c'était une belle victoire déjà, de savoir comment on y rentre, avec quelle humilité finalement, et sur quoi on va marcher, ce qu'on ne va pas toucher, ce qui est très précieux, parce qu'on travaille aussi avec un écologue, et donc on a repéré énormément d'essences qui étaient en fleurs le mois dernier, donc sur lequel on a évité, et le luxe c'est finalement c'est de pouvoir marcher devant la tondeuse avec le gars derrière, et puis on lui dit là tu vas un peu à gauche, là tu vas un peu à droite, fais-moi confiance. Et lui, c'est une création grandeur nature comme voilà. Carl, hein, et lui il conduit quasiment à l'aveugle et nous on le guide. Et ce couple-là était assez magique et peut se faire que dans la confiance. Et je pense qu'on l'a gagné. Donc voilà, ça a mis un an et voilà, maintenant on fait équipe. Aujourd'hui, les premiers habitants se rendent sur ces espaces-là déjà? Ouais. Oui, tout à fait. On a eu quelques petites accroches pour faire venir les gens parce que à Pirou, en fait, c'est le foot. C'est le foot à Pirou. On a le foot, on a le château et au milieu on a le parc. Et donc comment on passe la trilogie. Voilà, c'est ça. Mais c'est assez beau. Et donc l'idée d'un petit jardin à fruits pour les enfants, pour la mi-temps ou l'après-match. Ouais. Et comment on va passer du terrain de foot là où tout le monde se trouve au parc et peut-être au château. Voilà. Et donc on s'adapte et puis c'est assez magique. Et donc on est rentré aussi par là en se disant les enfants, comment on va rentrer avec les enfants. C'est une bonne clé d'entrée marketing. C'était une bonne porte. Oui, voilà. Carl, les artistes, et vous le disiez, vous êtes maintenant parisien, votre atelier est à Paris, on vous imagine dans un monde ultra urbain, et pourtant la nature vous inspire. Vous n'êtes pas complètement déconnecté de la nature comme Christian Dior par exemple lors de notre précédente causerie, et c'est énormément inspiré de la nature. Ça vous inspire la nature véritablement?
Bah, je pense que le fait de vivre à Paris, c'est une raison suffisante pour pouvoir se rapprocher de la nature. Et puis j'ajoute quand même que je vis à Paris depuis 13 ans, mais je suis né et j'ai grandi toute ma vie à Honfleur. Ouais. Donc je suis normand. Normand, bien sûr. Donc, mais oui, la nature est évidemment très inspirante. Je crois que tous les artistes sont inspirés par la nature et par l'environnement, je crois pouvoir dire ça. Ouais. C'est quoi ce sont des couleurs, des essences, la respiration, des odeurs, tout ça. Des odeurs, des formes. Des formes aussi. Que ce soit la nuit, le jour, et excluant tout ça, c'est même une puissance qui vous pénètre sans même que vous la compreniez tout de suite. J'étais il y a 2 heures à peine, là j'étais à Arromanches. Je suis passé à Arromanches cet après-midi pour venir me rendre jusqu'ici et je me suis arrêté devant le port artificiel d'Arromanches. Waouh! Si on m'avait filé une toile de 6 mètres là sur l'instant, non mais vraiment, Dieu sait ce que j'aurais fait. Et je ferais certainement pas la même chose 2 heures après. Ouais, c'est ça, mais il y avait l'appel. Donc voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'était évidemment, ce sont des formes, ce sont mais c'est surtout quelque chose d'extrêmement pénétrant sans qu'on sache nécessairement le comprendre. Alors on va être rejoint par Xavier Gonzalez, le plus hispanique des Normands, le plus normand des hispaniques que peut-être vous connaissez, en tout cas je le pense, parce que il est artiste également, il est directeur de l'usine Utopique, ici non loin de Saint-Lô. Là, vous êtes entre confrères, collègues, je ne sais pas comment on dit dans le métier des artistes, mais en tout cas, une fraternité, je sais, entre vos deux univers. Xavier Gonzalez, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'usine Utopique et puis comment elle s'est emparée de la nature ou l'inverse, je ne sais plus tellement, vous êtes inscrit, vous, dans le paysage ici de la Vire. Oui, bonjour. Donc, l'usine Utopique, qu'est-ce que c'est ? Comment vous dire, c'est un OVNI, un objet culturel non identifié en pleine campagne normande. La volonté, c'était de vraiment apporter aux gens la culture où c'est qu'il y avait un manque. Donc pour moi, ce territoire-là, c'est un territoire magnifique. Ça fait 35 ans que j'y habite. Donc j'ai quitté Barcelone, donc vous voyez, pour habiter en Normandie, donc je ne pourrais pas vous parler mieux de ce territoire-là, mais pourquoi alors à Tessy j'ai voulu créer l'usine Utopique, c'est tout simplement, et pourquoi pas. Ces gens-là, ils n'avaient pas besoin de la culture. À chaque fois, on considère que les grandes villes, il y a tout, culturellement. Et donc les gens qui habitent ici dans la campagne, ils ont à chaque fois, s'ils veulent consommer un tout petit peu de culture, ils doivent se déplacer, ils doivent aller. Donc ils n'ont pas le droit. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet outil-là, ce lieu-là, l'usine Utopique, donc, dans lequel c'est un lieu de résidence d'artistes avec des expositions et plein des autres choses en plein campagne. Ouais, complètement. Bocage, et alors ça rejoint effectivement le geste de Carls, qui est peint devant 600 personnes et ça transforme le regard même du public et ça permet, c'est quand même l'avantage d'être au cœur de la création. Vous, c'est pareil, vous êtes également sorti de l'usine Utopique et vous êtes allé sur les bords de la Vire parce que vous êtes aperçu qu'il y avait énormément de monde qui se baladait et vous êtes dit, bah tiens, mais les œuvres, on va les mettre là. Mais en plus, à ce moment-là, que j'ai fait une balade sur la Vire, j'ai pris le vélo parce que ça m'énervait. J'avais une super exposition à l'usine Utopique. Et c'est très beau, il n'y avait personne. Je me dis, mais j'ai pris mon vélo, j'ai dit, je vais me désaltérer un tout petit peu. Je ne comprenais pas. Et je vais sur le bord de la Vire, et là, je me retrouve avec tous ces gens-là qui se baladaient dans la Vire. Et pour moi, ça a été le déclic. Je me dis, mais bien sûr. Les gens, ils n'osent pas venir à franchir la porte parce que toujours, franchir la porte d'un musée, d'un lieu culturel, c'est un tout petit peu compliqué. On a peur des regards, on a peur de ne pas comprendre. Il y a plein de choses qui se posent les gens. Mais là, bien sûr, les gens, il faut c'est beau, ils se baladaient dans la Vire. Je me dis, mais là, j'ai détiens peut-être ces petites clés magiques. J'ai dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est amener les œuvres sous la Vire. Et donc là, c'est comme ça que j'ai créé le festival des bords de Vire. Donc ça a été tout simplement ce geste-là d'amener les œuvres sur la Vire. Et maintenant, ça est devenu, c'est un lieu dans lequel les gens ils peuvent se balader à toute heure, à tout temps. Il y a des œuvres qui sont là. Personne ne les regarde, personne
ils posent la question de pourquoi ci ou pourquoi ça, je ne comprends pas. Non, ils peuvent même déjeuner au pied des œuvres s'ils veulent. Il n'y a aucun souci. Ça veut dire qu'ils ont part des œuvres. Et ça, c'est vraiment important. Et la nature, il a un rôle très important là-dedans. On va revenir justement sur la nature, mais je vois que Karl, vraiment, là, opine. Ça je pense que ça vous parle. Hein. Oui, parce que je valide totalement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on vit une époque où on n'a jamais eu autant d'espace culturel, on n'a jamais eu autant accès à la culture par les médias, Internet, etc. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, je pèse mes mots, dans le monde, ce sont 30 000 personnes qui font la pluie et le beau temps en matière d'art. 30 000. Des collectionneurs. Et c'est tout. C'est-à-dire que, comme vient de dire monsieur, les gens ont finalement peur de rentrer dans un espace culturel, un espace contemporain ou une exposition de peinture, qu'elle soit aussi abstraite qu'elle soit, parce qu'il y a une certaine peur. C'est la même peur que ceux qui ne veulent pas aller dans un restaurant gastronomique parce que là, on franchit pas la porte, ou là, c'est trop bien pour moi. Et bien là, c'est pareil. J'ai pas accès à ça parce que je connais pas, parce que je connais mal, parce que. Donc évidemment, je rejoins. Pourquoi, Karl, aujourd'hui, quel est votre regard, vous, par rapport à ça l'art semble être quand même la chose la plus intuitive, on la ressent. Il n'y a pas besoin qu'on m'explique à la base. Alors après, si on m'explique, c'est un deuxième niveau, et au contraire. Mais d'un premier abord, ça devrait être pour tout le monde. Mais je pense que tout le monde a en lui qu'est-ce que c'est que le talent aujourd'hui ? Finalement, je crois que c'est Jacques Brel qui disait que le talent, c'est... Du travail. Il ne croyait pas au talent, c'est uniquement du travail. Mais encore faut-il faire le chemin. On parlait, vous avez parlé de peur à l'instant, mais c'est ça, on est en plein dedans. Il y a des gens qui n'osent pas se mettre à créer, qui se disent « Oh non, je suis nul. » Mais bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui ont des potentiels énormes et qui ne les mettent pas à profit. Parce que, vous savez, Georges Mathieu disait « Il faut oser pour être ». Il suffit d'oser. On risque quoi ? On risque non, on risque rien, on risque... Mais pourquoi on ose si peu alors ? Ça, c'est la question philosophique du jour. On va pas y répondre, mais en tout cas, j'ai envie qu'on se la pose, en tout cas, cette question. Pourquoi on ose si peu ? Moi, j'ose et j'ai osé et j'oserai encore parce que j'ai qu'une seule vie et que je veux pas la passer à avoir une petite vie bien comme il faut, petite maison, petit travail. Xavier Gonzalez. Je pense qu'il faut un tout petit peu se mettre dans le contexte de notre société. Et je crois que un des premières erreurs qu'il y a eu dans notre société, ça a été cette magique boîte qu'on a tous dans la maison. Hein. Ça a été... On l'a même dans notre poche maintenant. Hein. Donc, et après, ça a été, je continuerai, ça a été une fois que le téléphone, il n'a plus de fil. Et là, je pense que ça a été ce qui a il aggrave l'être humain à l'heure actuelle, c'est qu'on a tout à bout des mains, à bout d'oreilles, à bout des yeux, et ça nous a créé des barrières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'être humain, il puisse continuer à rêver, il puisse continuer à penser, à s'épanouir. Et non, il y a des grandes sociétés qui font tout le contraire pour qu'on soit tous dans les... Peut-être pour aller un petit peu à contrario de ce que vous dites, moi, cette petite boîte carrée ou rectangulaire que j'ai dans ma poche, elle m'a quand même permis de découvrir le village de Pierroux, elle m'a permis de découvrir le travail de Karl, elle me permet de découvrir votre travail. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et vous, sur les bords de la Vire, vous permettez également à des artistes qui viennent de milliers de kilomètres d'ici de créer en s'inspirant de la Vire, notamment la Grotte du Diable. Je crois qu'il y a un artiste qui vient d'Asie qui s'est inspiré de la Grotte du Diable pour créer une œuvre également monumentale. Oui, bien sûr. C'est vrai que ces outils, c'est des outils, il faut les prendre comme ça, comme des outils. Comme des outils. Hein? Et c'est extraordinaire qu'à l'heure actuelle, les artistes ils puissent utiliser ces outils-là, et n'importe qui. Hein? Et par exemple, là, cette œuvre-là, de l'artiste sous le bord de la Vire, de la Grotte du Diable, quand il a appris qu'il y avait cette grotte du diable, il s'est dit, mais il m'a demandé, c'est quoi cette grotte du diable? Et l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire de la grotte du diable de la chapelle. Oui, racontez-la rapidement, Xavier. Sur Vire, c'est une grotte qui a été construite par c'était un commissaire au compte, un juge qu'il aimait beaucoup lire au bord de la Vire. Et c'est comme le temps. Bon, je ne vais pas vous parler du temps.
Donc il voulait se créer un lieu dans lequel il puisse lire sans avoir ces atouts de la pluie. Et donc il s'est fait construire une grotte en hauteur. Donc il y a tout la vie, il y a un point de vue sur ces grottes-là, il est magnifique ces lieux-là. Et donc c'était tout simplement pour se reposer de ces journées assez chargées et lire. Donc l'artiste il s'est dit mais c'est superbe, je ne savais pas cette histoire-là. Et donc il a fait en barre de fer, il a fait le personnage, ces personnages-là en train de lire avec les pieds dans la bière. C'est assez intéressant quand l'artiste il prend un rapport d'un morceau de ces terroirs-là et il est transcrit il le de cette transcrit façon-là. avec son Ça veut regard. dire que la poétique, là, elle est visuelle. Ouais. Il n'y a plus seulement que le récit de cette histoire-là. En plus, elle est visuelle. Et je pense que là, ça donne des lieux magiques, des endroits magiques. Et c'est ça un tout petit peu le Festival de Bord-de-Bière. Ouais, merci. Je me tourne en guise de conclusion. Hein, chacun, vous allez voir un petit mot vers Pirou. Étienne, on en est où du projet alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les prochaines étapes et comment on peut le suivre? On peut le suivre sur un blog qui s'appelle Le Jargon des Oies, où on met en ligne les événements passés et on propose les événements futurs, les nouveaux rendez-vous. Là, il y a eu un acte assez important qui a eu lieu fin mai avec l'ouverture du parc. On va le laisser fleurir tranquillement tout l'été pour y revenir à la rentrée. Ouais. Et on profitera du sommeil hivernal pour le boxer un peu, c'est-à-dire que on va avoir un peu de gros terrassement, un peu de choses qui vont secouer un peu tout ça à l'hiver pour un redémarrage au printemps. Voilà. Donc ça c'est un peu les prochaines choses qui vont arriver. Jargon des Oies. Voilà, le Jargon des Oies. Et puis cet été il y aura je vais passer la parole. Bah oui, à Madame le maire. On peut venir vous voir, vous nous accueillez à Pirou, on peut venir. Nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Hein. Ouais. Et nous aimons aussi les artistes. Ah voilà, alors là des passerelles, parce que vous sur votre beau château, on peut imaginer une œuvre dans ce cadre-là, une œuvre monumentale. Nous avons déjà une très belle tapisserie au Point de Bayeux, dans le château, mais dans le parc, il pourra y avoir aussi des sculptures et autres. Écoutez, vous pouvez échanger après cette causerie. Tout à fait. Mais le projet donc va durer, c'est sur 4 ans. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un projet de long terme. Donc, mais c'est déjà bien démarré parce que on a aussi dedans une ancienne voie de chemin de fer qui passe, et ça a déjà été aménagé en sentier, où les gens peuvent marcher. Sur la rivière, il y a déjà un petit pont qui a été installé. Donc il y a le pont qu'évoquait Marc Vatinel tout à l'heure. Tout à fait. Il y a tout un cheminement qui est fait. Il y a les très jolies tables aussi qui sont modulables là. On peut venir pique-niquer cet été. Oui, vous pouvez. Donc on a eu déjà une première réunion qu'on pourrait appeler participative avec justement toute l'équipe qui était là. Et donc il y avait les enfants des écoles, les centres de loisirs, et on avait invité tous les riverains. Plus les gens de Pirou qui voulaient. Qui le souhaitaient, bien sûr. Voilà, mais ça a été vraiment un grand succès et les gens ont commencé à s'approprier le site. Bon, écoutez, on va venir vous voir cet été. Voilà. On va venir, et donc cet été, nous allons avoir un festival de poésie. C'est Pirouésie, on l'a tous les ans. Et déjà l'année dernière, il y avait eu 2 animations dans le parc. Bon, super. Voilà. Écoutez, on vous retrouve avec plaisir. Carls, je crois qu'on peut aller au château de Carneville parce que cette œuvre, elle est aujourd'hui encore visible. Pendant combien de temps on peut la voir au château? La toile, puisque j'ai peint sur la bâche qui est un pansement pour le château finalement. Ouais. Elle est visible toute la durée des travaux au château de Carneville, donc plus d'1 an. D'accord, super. Elle va rester là. Et c'est gratuit, on le rappelle, la visite est totalement gratuite. Et puis on vous suit également sur. La visite est gratuite, j'en sais rien. Si. Le parc, le jardin, voilà, on peut rentrer dans le jardin. Vous allez sur le site du château de Carneville, Guillaume. Oui, donc la toile restera sur place toute la durée des travaux. Sur place. Et on vous suit, on suit d'autres projets monumentaux comme ça à suivre bientôt en cours de préparation, parce qu'il faut savoir qu'un projet de peinture en public comme ça met des mois à se préparer. D'accord.
C'est beaucoup de travail, beaucoup de mails, beaucoup de téléphones, beaucoup de visites, beaucoup de travail logistique, parce que souvent, bon là c'était la bâche installée par ceux qui vont faire les travaux, mais bien souvent quand je fais une toile sur vraiment une toile de lin, c'est souvent des toiles de 6 mètres par 2, il faut des régisseurs pour les faire tenir debout, il faut toute une préparation, Oui, donc c'est 6 à 8 mois de travail pour préparer un projet comme ça. Je voudrais un dernier mot. Je vous en prie. Je sais que vous travaillez un peu sur France Télévisions. Donc moi, je voudrais remercier, il n'est pas là évidemment, mais je voudrais remercier Stéphane Bern. Parce qu'on ne peut pas parler de patrimoine sans parler de Stéphane Bern aujourd'hui en France, je crois. J'ai eu la chance de le rencontrer au Sénat où j'ai dîné avec Guillaume. Et Stéphane Bern, c'est un homme. Vous savez, je pense que la vérité, c'est dans les yeux. Ah, complètement. Et c'est vrai. Cet homme-là, je crois qu'il est véritablement sincère. Il est ultra sincère sur cette question. Il a pris la peine de m'envoyer un message vidéo depuis Israël où il présentait l'Eurovision de la chanson, là, 2 heures avant ma performance du 18 mai. C'est un homme vraiment passionné, simple et humble. Ouais. Merci Carl de le rappeler parce que c'est l'entière vérité. Ses propos sont entièrement vrais. Son engagement pour le patrimoine, c'est un vrai engagement qui n'est pas du tout médiatique. Merci Carl, merci à vous. On vous applaudit bien fort parce que vraiment, c'était très intéressant de partager ce moment avec vous. Je redonne la parole à Jérôme. Jérôme, tu as la parole. Et puis nous, on continue, si vous le souhaitez, avec des petites questions à nos intervenants qu'on fait là, comme ça, entre nous. Jérôme, je te cède la parole. Donc, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment de poser des questions à nos artistes. Et puis, artistes, je le répète, jardinistes, ce sont des artistes avec... c'est totalement une forme d'art et notamment avec le regard de Madame le maire. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment. On boit un petit kawa. Marc ? Oui, j'ai une petite question pour Carl. Je voulais avoir savoir quelle était votre réaction lors de météo compliquée. Quand vous avez rendez-vous avec vous-même, avec la toile et avec le public, et est-ce que est-ce que vous faites, est-ce que vous ne faites pas, est-ce que ça influence est-ce que vous changez le projet, est-ce que, merci de votre question. À ce jour, sur les 30 performances que j'ai réalisées en public, j'en ai fait 2 en plein air. Le reste, c'est toujours dans des salles, dans des théâtres, dans des lieux couverts. La météo en elle-même me perturbe, non pas pour moi, mais surtout pour le public, parce que moi je peins à l'huile, et uniquement à l'huile. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir autant qu'il puisse pleuvoir, l'eau glisse sur l'huile, ça ne m'empêche pas de peindre. Après, s'il y a une tempête, forcément c'est compliqué. Mais ce qui m'inquiète toujours quand je peins en public en extérieur, c'est par rapport au public, parce que c'est une fête, une peinture en public, les gens se déplacent pour pouvoir peindre. Si en plus il fait un temps épouvantable. Jusqu'à maintenant, la première peinture en public, c'était un hommage aux victimes de la Shoah à Troyes dans l'Aube. Il avait fait beau. Et là, à Carneville, il a plu la veille, il a plu le lendemain, mais le jour J, il a fait un temps magnifique. Merci. Merci à vous, Carl. D'autres questions, d'autres commentaires autour d'un petit café, on peut continuer comme ça, sinon, merci. Merci de votre présence, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bonne fête, bonne fin de salon. Et n'oubliez pas, sur les bords de la Vire, alors là, vous vous baladez, vous prenez votre vélo, vous allez à l'usine Autopic, sur le site de Carls, bien sûr. Et puis, Pirou. Alors là, cet été, petit pique-nique à Pirou, avec grand plaisir. On viendra à votre rencontre. Merci à vous. Merci et à à vous. très bientôt. Au revoir.